Et on se retrouve d'en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. J'espère que vous êtes en forme après une semaine encore de folle actualité. Un petit mot de remerciement à nos auditeurs et téléspectateurs. Ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre chaque samedi. C'est une bonne nouvelle. On les remercie chaleureusement. On va parler évidemment, Michel, des législatives à 9 jours du premier tour de scrutin dans les 577 circonscriptions de France. La bataille fait rage entre les candidats avec une offre parfois difficile à comprendre à droite. Entre les dissidents et LR, les candidats investis par le RN et LR, et puis les RN, canal traditionnaliste si je peux dire. On va tenter d'y voir plus clair. En tout cas, Jordan Bardella a affirmé cette semaine sur notre antenne qu'en cas de victoire de son parti et de son allié, Éric Ciotti, il ne s'installerait à Matignon qu'à la condition d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée, soit 289 sièges. Coup de pression sur les électeurs, coup de pression sur Emmanuel Macron qui se retrouverait dans une impasse si le président du parti majoritaire à l'Assemblée refusait de gouverner. Je vous pose la question dans un instant. À gauche, l'union tient la route, mais certaines candidatures posent question. Celle d'un militant antifasciste d'extrême gauche qui a 3 fiches S et qui peut malgré tout se présenter. Il y a aussi le cas de François Hollande en Corrèze. Pourquoi l'ancien président a accepté d'être investi par ce nouveau Front populaire? Et puis, on parlera d'Emmanuel Macron, bien sûr, Michel Onfray, qui poursuit son itinérance mémorielle. Cette semaine, il était au Mont-Valérien, puis à l'île de Sein pour les commémorations de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Le président pourrait-il utiliser l'article 16 de la Constitution pour s'arroger les pleins pouvoirs en cas de trouble à l'ordre public? C'est ce que l'on va voir ce soir. On s'interrogera bien sûr sur le climat anti-Macron qui règne dans le pays. Gabriel Attal, son Premier ministre en campagne électorale, s'est fait apostropher à plusieurs reprises par les Français à propos du président Macron. Allez, c'est parti pour Face à Michel Onfray. Michel, alors, il y a un fait qui vous a marqué, on va parler de politique, c'est que les sportifs se sont mis dans la mêlée, notamment les footballeurs. Kylian Mbappé s'est exprimé, mais il y a aussi Marcus Thuram qui a été le premier à prendre des positions politiques. On va écouter le fils de Lilian Thuram. C'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Voilà pour le fils de Lilian Thuram qui donc appelle à voter contre le Rassemblement national. Pourquoi ça vous marque en fait, Michel Onfray ? Non, ce qui m'étonne, c'est qu'on soit étonné. Parce qu'en fait, d'abord, il y a des gens qui estiment que les footballeurs ne sont pas des intellectuels, qu'ils devraient être des footballeurs, et que non, on a le droit de se réclamer de sa compétence pour être un intellectuel. C'est ça l'intellectuel. Hein. Quand Zola intervient, il intervient parce qu'il a écrit des romans. Il y a une œuvre derrière. Et quand il écrit J'accuse, c'est parce qu'il y a une œuvre derrière. Eux, ils ont un magistère qui est tout à fait particulier. Simplement, on devrait en savoir plus avec ces gens-là. C'est-à-dire, c'est pas seulement le bien il est là, le mal il est là, il va falloir bien voter. On aimerait les entendre à ce moment-là comme des intellectuels. Sur tous les sujets, c'est ça. Pas seulement sur nous dire si la République est en danger ou ce genre de choses. D'abord, ça fait très longtemps qu'on sait ce que Kylian Mbappé vote. Je vous rappelle que quand il parle du petit Naël, qui est un petit ange, ce garçon qui avait, je crois, 17 ans, une voiture plus ou moins volée, enfin, non, une voiture qui était louée. Mais qui est mort lors d'un refus d'obtempérer. Qui n'avait pas d'assurance, qui n'avait pas de vignette et de carte grise, qui n'avait pas de permis, qui était en délit de fuite, etc. Et qui nous parle de ce garçon comme d'un petit ange trop tôt parti, ou etc. Bon, on voit bien quel est son choix de société. Alors après, ce serait bien qu'il y ait des émissions dans lesquelles on puisse mesurer l'étendue de leurs connaissances en géopolitique, en géostratégie, en histoire, en géographie, pour qu'on les entende nous dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal, où est le bien, ce qu'est le mal. Qu'on ne se contente pas juste de dire vous êtes des salauds, et si vous voulez être des gens héroïques et formidables, à ce moment-là, votez pour le bon camp. Il y a aussi le monde de la culture qui s'est exprimé, ça on a plus l'habitude, Michel Onfray, les médias aussi. Il y a une campagne qui se mène dans les médias, par médias interposés selon vous. Oui, alors c'est la même chose avec les artistes. C'est pas exactement la même chose parce que quand même ce sont des milliardaires qui les footballeurs viennent nous expliquer que finalement il faut voter pour le camp des milliardaires. Quoi, venez pas trop nous chercher. On gagne beaucoup d'argent, ça va très bien. Moi je gagnerais ce que gagne Mbappé. Je construirais 3 hôtels, 3 hôpitaux par an, 5 écoles. Il y a un moment donné où on se dit tant d'argent quoi. Et donc on puisse s'entendre sur Marion Cotillard. Pourquoi des jets privés? Pourquoi des bateaux extrêmement polluants, pourquoi 36 000 maisons, etc. Et qu'on puisse les entendre pour que ça puisse être crédible. Alors les comédiens, on a eu ça avec Front Populaire, le vrai ou le premier, notre revue. Le vôtre, la revue Front Populaire. Des gens des comédiens, des artistes, c'est formidable ce que vous faites, fantastique, on vous soutient, etc. Je dis,
Venez, quoi, tout de suite. Oui, mais enfin non, je peux pas, parce que sinon, si on sait que je fais des choses pour mon frère, alors à ce moment-là, je perds toutes mes subventions. Incroyable. Donc voilà des gens qui nous disent, les ouvriers, ils veulent qu'on les protège, mais c'est des salauds, ces gens-là, c'est des fascistes, ces gens qui veulent de la préférence nationale. Mais on fait de la préférence culturelle pour ces gens-là, et ça les gêne pas, la préférence culturelle. Quand on subventionne le cinéma, quand on subventionne ses auteurs, quand on subventionne les réalisateurs, quand on subventionne les gens qui ne jouent pas ou qui ne tournent pas pendant 1 an ou 2, ils sont payés. Ça s'appelle être subventionné, ça s'appelle du protectionnisme. Alors je voudrais que le protectionnisme soit tout le temps mauvais ou tout le temps bon. S'il est bon pour les acteurs, il est bon pour les ouvriers, ou s'il est bon pour les acteurs mais pas pour les ouvriers, c'est qu'il y a un problème. Donc je veux bien que ces gens-là tiennent un rôle d'intellectuel, mais qu'on les entende et que peut-être éventuellement on les mette devant leurs contradictions. Il y a une prise de position courageuse qui a été faite par Ariane Mnouchkine, qui dit « Je pense que nous sommes en partie responsables, nous, gens de gauche, dit-elle, gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. » C'est vrai ce qu'elle dit, pour vous? Oui, c'est vrai. Simplement, le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va voter la prochaine fois? Elle va voter pour les mêmes. C'est ça, c'est facile. Vous savez, dans une religion catholique, il suffit juste de confesser ses péchés, de faire 3 pater de Zavé et puis de recommencer à pécher. Alors là, on se dit, formidable, très bien, vous avez compris. On a aujourd'hui Julien Drey qui a compris. C'est formidable. Il est à l'origine de ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, il a compris. Bon, très bien. Il a dit sur cette antenne qu'il nous dirait pour qui il allait voter. Ariane Mnouchkine, elle ne nous dit pas pour qui il faut voter. Elle va probablement continuer parce qu'il faut faire barrage au fascisme. Donc il y a juste, je mets tout ça entre guillemets en plaisantant évidemment et en souriant jaune, mais je dis il y a un moment donné où ça suffit pas de dire qu'on s'est trompé si on continue à se tromper. Le fameux l'erreur, enfin je veux dire, c'est cette idée qu'on dirait pas en plus de ça, maintenant moi je vais choisir autre chose et autrement. Il est question de faire un aggiornamento. On va penser ça différemment. Moi qui suis Mnouchkine, moi qui ai un lieu dans lequel on peut faire ça, repensons une gauche qui permettrait de retrouver le peuple. Ça me paraîtrait plus intéressant. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. La CGT a appelé à voter pour le nouveau Front populaire. C'est la première fois qu'elle prend une position pour. Elle a déjà pris des prises de position politiques lors d'élections nationales, mais plutôt en disant voter contre. C'est une rupture pour vous? Non, parce que si on fait un peu d'histoire, la CGT, comme le Parti communiste français au temps du pacte germano-soviétique, invité à collaborer. C'est-à-dire qu'il y a eu des ouvriers qui, CGTistes et communistes, ont détruit des moteurs d'avions, des moteurs de tanks, parce qu'il fallait ne pas attaquer le prolétariat allemand, le prolétariat nazi. Et à cette époque-là, effectivement, il y a des aviateurs, il y a des tankistes qui sont morts parce que la CGT avait appelé à saboter des commandes, des directions ou des moteurs ou ce genre de choses. Évidemment, quand vous sabotez un moteur et que vous êtes en avion, il y a un moment donné où vous crachez. C'est-à-dire vous ne vous crachez pas parce que vous allez être tué dans un combat, mais parce que des CGTistes ont estimé qu'il fallait obéir au Comintern à Moscou et à l'invitation du pacte germano-soviétique. Donc pour vous, c'est pas une rupture, c'est quelque chose et puis qui était il y a peut-être quelque chose de plus simple attendu. À dire clairement aujourd'hui, ce qui se fait depuis toujours. On sait que la CGT soutenait le PC, que le PC soutenait la CGT, qu'il y avait une fausse indépendance, une fausse autonomie. Bon, là, les choses sont clairement dites. Ce qui vous a choqué aussi, Michel Onfray, c'est un certain nombre de candidatures qui posent problème dans le cadre de ce nouveau Front populaire. Philippe Poutou, investi par cette mouvance politique comme candidat dans l'Aude, la circonscription où précisément a été assassiné le colonel Beltrame. Je rappelle que le NPA auquel il appartient est poursuivi pour apologie du terrorisme. Il y a aussi un autre candidat du Front populaire, Raphaël Arnaud, qui est fiché S, qui a 3 fiches S. Pour vous, ça pose un problème non, parce que démocratique ou pas? Je crois que ces choses-là sont faites exprès pour communiquer, pour donner des signes. Il est bien évident quand on choisit cette circonscription où le colonel est décédé dans les conditions que nous savons, Beltrame, il y a un moment donné où quand vous le savez, il y a peut-être un moment donné où vous pouvez dire on va tâcher d'éviter d'aller dans une circonscription comme celle-ci. Pas du tout, c'est de la provocation. C'est fait pour provoquer les gens. Et pour dire, vous avez vu, on vous donne des gages. On donne des gages à tout ce qui est Free Palestine, à tout ce qui, etc., etc. À chaque fois, c'est ça. Donc on nous dit, mais nous, il n'y a pas de problème. La dictature du prolétariat, elle se fait aujourd'hui avec des repris de justice, avec des gens qui sont fichés S. Ça ne pose évidemment aucun problème. Ce garçon, semble-t-il, avait 7 pseudonymes qui sont désormais connus. Qu'est-ce qu'on a à cacher quand on utilise des pseudonymes? Donc quand on est à la commission d'habilitation et qu'on donne l'autorisation de se présenter ou d'être candidat, on sait tout ça, évidemment. Ça veut dire que quand on envoie tout de même ces gens-là, on donne des signes. Évidemment, cela a fait réagir Jordan Bardella du Rassemblement national. On va écouter ce qu'il a dit sur nos antennes à propos des profils de ces candidats de la France insoumise. Est-ce que vous vous rendez compte du danger et du péril qui est aujourd'hui aux portes de la République française? On a une coalition qui réunit tous les partis de gauche, d'extrême gauche, qui a fait le choix de la radicalité,
qui a fait le choix de l'insurrection, qui investit aux élections des gens qui sont fichés S, c'est-à-dire des gens qui sont suivis par nos services de renseignement car ils représentent un danger pour la sécurité de l'État. La personne que vous mentionnez fait partie de la mouvance d'ultra-gauche, cette mouvance qui attaque nos forces de l'ordre, cette mouvance qui attaque nos commerces, cette mouvance qui piétine les champs de nos agriculteurs et cette mouvance qui utilise la violence, le chaos et le désordre comme méthode d'action politique. Voilà pour Jordan Bardella. Je précise aussi que Mathilde Panot s'est dite fière de la candidature de Raphaël Arnault, la personne qui est fichée S, dont on vient de parler. C'est pas étonnant, là non plus, pour vous. Non, au contraire, je vois confirmation de mon hypothèse, c'est-à-dire que ces gens sont choisis pour produire un buzz et pour amener un certain nombre d'individus qui diront « Ah, ils donnent tout de même des gages ». Je rappelle que tous ces gens-là estiment qu'il vaut mieux pour un policier qu'il soit mort que vivant, et que ces gens-là nous disent que la police tue, que ces gens-là nous disent qu'il y a un racisme d'État et que la police elle est là le matin en se disant « J'espère qu'on va pouvoir en tuer 3 ou 4 dans la journée ». Ce sont quand même tous ces gens-là qui, avec François Hollande, avec M. Glucksmann, considèrent qu'on peut faire un Front populaire, un nouveau Front populaire. Je rappelle quand même que ce n'est pas tant une question de personne qu'une question d'idéologie. Quand des gens nous disent « Le Hamas, c'est formidable », tuer un flic, c'est formidable, la police tue, il faut le dire, et que, etc. Il y a un moment donné où vous savez pour qui vous allez voter ou ne pas voter. On a aussi beaucoup parlé cette semaine des programmes économiques, parce que chacun a mis son nez dans le programme économique qui du Rassemblement national, qui du Front populaire. Beaucoup de dépenses à la clé, assez peu d'économies. Il y a Bruno Le Maire qui estime que le programme Front populaire comme le RN serait ruineux pour l'économie française. On va écouter Manon Aubry de la France Insoumise qui, elle, défend son programme et parle du gouvernement comme des tocards de l'économie. Bruno Le Maire, puisqu'il fait quelques estimations farfelues, je lui propose un débat. Pourquoi Bruno Le Maire ne veut-il pas débattre? Avec vous? Oui, Bruno Le Maire. Vous savez, j'ai participé au chiffrage du programme de la France Insoumise il y a 2 ans pour la campagne des élections présidentielles. Et puis, j'ai une formation en économie, donc je propose à Bruno Le Maire d'en débattre. Manifestement, il ne veut débattre avec personne parce qu'il est très mal à l'aise et que ses estimations du gouvernement sont complètement farfelues. C'était les mêmes qui nous avaient dit qu'on récupérerait 12 milliards d'euros sur la taxation des superprofits des énergéticiens. On en a récupéré 300 millions. Donc, pardon, mais ce sont un peu des tocards de l'économie. Voilà pour Manon Aubry de la France Insoumise qui estime que le gouvernement a tellement mal géré l'économie du pays, en tout cas la dette et le déficit, qu'il n'a pas de leçon à donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, là-dessus, elle n'a pas tort. Simplement, je pense l'économie. J'essaie de la penser autrement qu'en économiste, ce que je ne suis pas, mais peut-être en lecteur d'Aristote qui nous explique ce que c'est que l'économie. L'économia, c'est la maison, le fonctionnement de la maison. C'est pas très compliqué. Dans une maison, il y a de l'argent, il n'y en a plus, il n'y en a pas, il y a des postes. Et si on a un poste nourriture, un poste, etc., eh ben, on ne peut pas, évidemment, dépenser pour la nourriture ce qu'on aura dépensé pour, je sais pas quoi, les loisirs. C'est pas plus compliqué que ça, l'économie. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire qu'il faut être agrégé d'économie aujourd'hui pour pouvoir diriger le pays. Quand le général de Gaulle dit « mais c'est moi qui décide, c'est la politique d'abord et l'économie suivra », je pense que c'est comme ça qu'il faut penser désormais. C'est-à-dire, ceux qui nous disent que l'économie doit faire la loi sont tous des gens qui nous disent qu'il y a un économiste qui est à peu près capable, et il s'appelle Emmanuel Macron. Et puis l'économie, c'est quoi? Il y a un moment donné où moi, pour le coup, je donnerais un point à Macron, à Emmanuel Macron, quand il décide de donner le fameux quoi qu'il en coûte, de donner de l'argent aux gens qui en ont besoin. Sinon, effectivement, ça aurait été une catastrophe, plein de chômage, plein d'artisans ou de commerçants ou d'hôteliers ou de restaurateurs qui auraient disparu. Donc ça peut créer une dette, ça ne me gêne pas du tout. Il y a simplement un moment donné, quand on commence à pinailler en disant vos chiffres ne sont pas les bons, les miens sont les meilleurs, ici je trouve de l'argent, là je récupère, etc. On sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand le général de Gaulle récupère la France, il est quand même dans un sale état. Et il n'a pas dit, écoutez, on ne va pas pouvoir remonter la France, ça c'est pas possible, parce que les villes sont effondrées, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Donc non, on se dit, on va se donner les moyens d'eux. Et là, pour le coup, je pense que ce sont des débats de techniciens qui disent « laissez-nous gérer, nous, les gens de droite, qui sommes au pouvoir depuis si longtemps, cette droite maastrichtienne, nous, on sait faire. Donc, restez avec vos mégaphones, restez sur les plateaux de télé, mais ne vous occupez pas d'économie. » Alors, il y a quelque chose qui vous a beaucoup amusé cette semaine, Michel Onfray, c'est les revenants de la vie politique. Alors, Jérôme Cahuzac, qui se présente dans le Lot-et-Garonne, et puis François Hollande, qui se présente dans la 2e circonscription de la Corrèze, sa région historique. On va écouter quelques réactions sur la candidature de François Hollande sur zone. Écoutez.
Peut-être que d'un point de vue politique, ça se fait pas trop d'avoir été président de la République et de revenir quelques années plus tard en tant que Premier ministre. Ça, c'est peut-être un petit peu une faute politique, je sais pas trop. Mais moi, personnellement, vu que c'est plutôt mon bord politique, ça me choque pas et je le verrais plutôt d'un bon œil d'avoir François Hollande en tant que Premier ministre. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose, surtout que maintenant il fait partie du Conseil constitutionnel, donc pas parce que c'est François Hollande, mais je pense qu'un ancien président de la République doit rester là où il est et pas forcément essayer de réintégrer l'Assemblée nationale. Je trouve ça affligeant de voir tous ces hommes d'État ou du gouvernement qui changent de veste constamment. Et pendant ce temps-là, le peuple souffre en fin de compte. Voilà pour ces quelques réactions. Qu'est-ce que ça vous inspire, la candidature de François Hollande ? Il est sans vergogne, il est sans honte, quoi. Je crois. Il y a un moment donné où ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce qu'était être un chef d'État. Je pense que Nicolas Sarkozy l'a compris. C'est-à-dire que quand on a été, on l'est encore. C'est-à-dire il y a une façon de dire... J'ai sur moi, j'ai sur mes épaules un temps qui a été celui d'un quinquennat, par exemple, et j'ai représenté la France. Ça n'est pas rien d'avoir représenté la France. C'est-à-dire que ça crée des devoirs, pas des droits. C'est-à-dire on ne dit pas j'ai le droit de revenir, d'ailleurs j'ai tellement envie de revenir que je vais tout utiliser, y compris rentrer par la petite porte. Parce qu'à un moment donné, on dira « Ah, mais si vous avez besoin d'un Premier ministre, je suis là ». Un Premier ministre qui ne serait pas complètement facho, de gauche, qui ne serait pas un défenseur du Hamas, mais quelqu'un de gentil, qui connaîtrait un peu le travail. Je dirais, mais vous savez, je suis là, hein, si vous voulez, je suis disponible pour la fonction. Je dis, mais c'est honteux, c'est vraiment honteux. Il y a un moment donné où, quand on n'a pas pu se représenter, je ne dis pas que le Japon vous invite dans ces cas-là à vous faire ses poucons, hein, mais qu'il faudrait qu'il se pende, mais il y a un moment donné où vous disparaissez, quoi. Et on devrait avoir... Enfin, ce type est sans vergogne, sans honte. Je ne pense pas que je vais trahir... François-Olivier Gisbert, mais qui l'a bien connu et qui l'a souvent écrit, il dit effectivement, il n'a aucun problème d'ego. Il veut juste faire de la politique et il veut être le chef, mais pour le reste, il est prêt à tout. Donc il est prêt à faire copain-copain avec Poutou, avec tous ces gens qui nous disent la police tue, avec tous ces gens qui l'ont empêché de se représenter, les fameux frondeurs, maintenant ils sont tous copains, ils s'embrassent sur la bouche, avec Mélenchon, qui avait estimé qu'il était capitaine de pédalo, et tout ce monde-là finit par s'entendre. Ça donne un spectacle pitoyable. Alors je ne parle même plus du personnage qui est vraiment inqualifiable au sens étymologique, mais je parle des Français qui regardent ça et qui se disent mais ils ont tous envie d'aller à la gamelle, ils se détestent tous et ils font un mariage de raison, sûrement pas d'amour, juste pour pouvoir sauver les postes. Ils se haïssent tous. Et donc il y a un moment donné où on se dit si vous voulez continuer à permettre à Jordan Bardella de grimper, continuez comme ça. Si vraiment la classe politique montre qu'elle n'est capable que de ça, que de sauver les gamelles, c'est pas terrible. Michel Onfray, est-ce qu'il y a des différences philosophiques, des approches différentes dans les trois programmes, des trois blocs ? On parle du bloc central, du bloc des droites, du bloc des gauches. Est-ce qu'il y a vraiment des visions de la société qui sont très différentes selon vous ou pas du tout ? Mais il n'a pas tort, hein, Emmanuel Macron, de dire clarifions les choses et la France, c'est 3 blocs. Et alors, il s'est trompé parce qu'il a dû penser qu'un bloc ne se constituerait pas. L'idée de mettre dans le même sac un Poutou et un François Hollande, ça n'aurait pas été défendu par quelque politique que ce soit, politologue que ce soit. Que Éric Ciotti puisse dire voilà ma position et puis d'un seul coup, disons, on va fractionner cette droite pour pouvoir choisir enfin entre Macron et puis, je sais pas, un gaullisme ou un néo-gaullisme. Mais oui, il y a vraiment trois propositions civilisationnelles d'une certaine manière. D'une certaine manière, il y a 3 drapeaux. Il y a le drapeau palestinien, il y a le drapeau européen et il y a le drapeau français. On voit bien que quand il y a des manifestations avec Mélenchon et les siens, ce sont des drapeaux palestiniens qui sont là. Il n'y a pas de drapeau bleu, blanc, rouge. Il n'y a pas de drapeau européen. Les macronistes ne font pas beaucoup de défilés et il n'y a pas beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Mais quand ils se manifestent, ce sont plutôt des drapeaux européens. Donc l'Europe d'abord, la France après, s'il en reste. Et puis, Jordan Bardella qui dit la France, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est contre l'Europe, ça ne veut pas dire qu'il est contre la Palestine. On n'a pas le temps de parler de la Palestine, mais je pense que cette idée de dire les 2 États, c'est la seule solution, je ne crois pas. Ou de dire le statu quo, c'est la seule solution, je ne crois pas non plus. Edouard Saïd nous parlait d'un État binational. Et ça pourrait être une solution sans que pour autant on puisse avoir un Mélenchon qui nous dit si nous sommes élus, d'ailleurs je suis présent pour être Premier ministre moi aussi, et bien le jour même je déclare l'existence de l'État palestinien. Là on se dit est-ce que c'est vraiment un enjeu français ? Alors il y a la créolisation de Mélenchon qui estime effectivement que c'est bien la créolisation. À droite, la créolisation, ça s'appelle le grand remplacement, mais c'est la même chose. Et il y a Marine Le Pen qui dit non, c'est pas forcément très bien. On peut faire le nécessaire pour que ce soit peut-être moins, différemment ou autrement. Et puis il y a Macron qui dit embrassons-nous Folleville parce que la France est finie et terminée. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'Europe. Et je pense qu'il y a de fait 3 choix de civilisation à faire. On continue cette conversation dans un instant. Michel Onfray fait une petite pause et on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.
Et on se retrouve pour la deuxième partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va parler de l'antisémitisme qui s'invite dans le débat des législatives à la lumière terrible du viol d'une petite fille de 12 ans à Courbevoie par 2 adolescents de 12 et 13 ans au motif qu'elle est juive. C'est absolument insupportable. Sale juive, lui ont-ils dit, avant de la frapper, de la violer et de filmer cette agression afin de l'envoyer à d'autres personnes. On va juste écouter Elie Korchiak, qui est le président du consistoire juif, qui dénonce une montée de l'antisémitisme nourrie par des discours de haine. Comment peut-on accepter que dans notre pays, en France, en 2024, une jeune enfant de 12 ans se retrouve séquestrée, violée, insultée, menacée de mort et filmée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont même été jusqu'à filmer avec une certaine fierté ce qu'ils commettaient sur cet enfant. Donc déjà un crime sexuel d'une particulière gravité, et puis en même temps cet antisémitisme qui est insupportable, puisque pendant cette scène on l'insulte en la traitant de sale juive, et puis on fait état de la Palestine. On peut se demander ce que fait encore une fois cet antisionisme dont on condamne à chaque fois la montée depuis le 7 octobre notamment, et on voit en même temps cet antisémitisme et cet antisionisme au sein même d'un crime sexuel, d'une scène de violence sexuelle inouïe. Voilà pour Elie Korchiak, président du consistoire juif, qui dénonce cette montée de l'antisémitisme. Elle infuse dans toute la société en réalité, Michel Onfray, parce que ces jeunes-là, ils ont 12 et 13 ans. Comment ont-ils entendu ces discours de haine antisémites ? D'abord, je pense qu'il y a la famille, il y a en plus de ça les copains, et il y a les réseaux sociaux, et puis il y a surtout à l'école où on a cessé d'enseigner ce qu'il fallait enseigner, c'est-à-dire les vérités historiques. On n'a plus la possibilité aujourd'hui d'enseigner que la Terre est ronde, puisqu'il est dit dans le Coran qu'elle est plate. On n'a plus la possibilité aujourd'hui d'enseigner la Shoah et la création d'État d'Israël, puisque les Juifs auraient créé la Shoah uniquement pour disposer d'un État, ce que disent les négationnistes. On ne va pas enseigner, par exemple, qu'un certain type de singe évolue jusqu'à donner l'homme que nous sommes, puisque finalement, c'est Dieu qui a créé l'homme à partir de rien, c'est l'hypothèse qu'on appelle créationniste, et que l'évolutionnisme de Darwin, c'est interdit. Donc vous n'avez pas le droit d'enseigner Galilée, vous n'avez pas le droit d'enseigner Darwin, et vous n'avez pas le droit d'enseigner, je ne sais pas, Primo Levi, par exemple. Et donc évidemment, vous allez fabriquer des gamins dont le cerveau sera vide et creux, et qui sera facile de remplir avec ce qui se raconte. Mais l'éducation nationale ne joue plus du tout son rôle. Mais non, bien sûr que non. Vous savez très bien qu'un professeur n'est pas soutenu. Un professeur qui dirait, mais d'abord vous allez vous taire, vous allez m'écouter, et je vais vous expliquer que les choses sont ainsi, et il va se faire insulter. Et puis après, s'il dit, non, je vais quand même vous expliquer que, etc. Et bien après, il va se faire menacer. Puis il dit, non, je vais quand même vous expliquer que, mais il va se faire tabasser, et puis voilà. Et puis après, on aura un chef d'établissement qui dira, mais moi, je ne veux pas d'ennui, pas de vague, vous n'allez pas m'embêter avec ça, je vais avoir des problèmes avec le rectorat. J'ai une note, moi aussi, comme directeur, et je veux une bonne note parce que la prochaine fois, je veux passer du collège au lycée, et puis je veux un bon lycée, et puis éventuellement, si je veux un lycée à Paris, ou si je veux, eh bien, je ne veux pas de vague. Voilà, c'est le fameux pas de vague. Donc les enseignants disent, pas de vague non plus. Eh bien, d'une certaine manière, on n'enseigne pas ce qu'il faudrait être enseigné, c'est-à-dire qu'on enseigne le vide sidéral dans le cerveau des enfants. Et il suffit, dans ce vide sidéral, de placer 2 ou 3 sottises pour que ça devienne des vérités et qu'on se retrouve dans ce genre de situation, avec des commentaires qui sont sidérants. Je rappelle que les commentaires d'Aymeric Caron, de Mélenchon et de quelques autres, qui consistent à dire que pour Mélenchon, ça ne procède pas de l'antisémitisme, mais de la façon dont les garçons sont éduqués. Donc là, on voit bien les concessions au wokisme, les concessions à l'islamo-gauchisme, en disant un petit garçon, c'est naturellement un violeur. Si culturellement vous en faites un violeur, il est normal qu'il viole quelques temps plus tard, quand il a 12 ans. Rien à voir avec l'antisémitisme, nous dit Mélenchon. Et c'est la même chose avec j'oublie son nom, mais l'antispéciste, Aymeric Caron, qui nous fait savoir que oui, il y a déjà eu, au mois de février, un meurtre avec une femme rome, on n'en a pas fait autant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les Juifs sont partout, ils sont partout dans la télé, on en parle en permanence dès qu'il y a un crime avec des Juifs. Vous nous fatiguez avec ça, vous devriez traiter également, etc., etc. Et on connaît le discours. Ça s'appelle de l'antisémitisme, et de fait, comme vous parliez tout à l'heure des choix de civilisation, on a la possibilité, dans les 3 choix qui nous sont offerts, de choisir une civilisation antisémite. Je vous rappelle quand même que vous avez aujourd'hui des Juifs qui sont là depuis des générations, familles de Juifs qui sont là depuis des générations, qui envisagent de quitter la France pour aller en Israël, c'est-à-dire de se préserver dans un pays en guerre. Israël reçoit des bombes, des roquettes, des missiles tous les jours. Et vous avez des gens qui pensent qu'ils seraient plus en sécurité en Israël sous les bombes plutôt qu'en France, c'est-à-dire l'état dans lequel la France se trouve. Alors quand Emmanuel Macron nous dit l'antisémitisme qu'on n'arrive pas à comprendre, mais si, c'est facile de comprendre, de savoir qui est antisémite. Et ici, c'est facile de savoir que quand Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel, il est dans le négationnisme. L'antisémitisme n'est pas résiduel, il est ascensionnel. C'est considérable l'antisémitisme aujourd'hui. Quelqu'un qui nous dit « je ne veux pas voir cette flèche qui grimpe », je vous dis que c'est résiduel, qu'il n'y en a quasiment pas. C'est quelqu'un qui dit « ne me regardez pas trop, vous finiriez par voir un antisémite ».
Michel Onfray, on va parler d'Emmanuel Macron. Ce qui est frappant aussi au cours de cette campagne des législatives est clair, c'est le rejet personnel qui concerne le président Macron. Un rejet que constatent ses ministres à chaque déplacement sur le terrain, notamment Gabriel Attal qui se présente dans les Hauts-de-Seine. On va écouter quelques réactions face à un Premier ministre qui tente de défendre le président de la République. Parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, bon, c'est tout. C'est une élection législative. Comprenez-moi. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi, vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien, mais alors le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez, bon. Et bon courage. Les prochaines élections, vous avez qu'à remplacer le président. Non mais là, vous savez, c'est une élection législative. Oui, c'est un peu juste. Voilà, c'est parfait. Madame, pourquoi vous préférez le Premier ministre au président de la République ? On avance, arrêtez. Parce que le président de la République, c'est pas un politique, il n'a pas de métier politique, il fait des coups tout seul, et on n'en peut plus. Mais... Voilà quelques réactions qui montrent bien ce rejet d'Emmanuel Macron, qui s'explique quoi ? Par seulement la décision sur la dissolution ou par une accumulation de petites phrases ? Il est là depuis 7 ans, qu'il en a encore pour 3 ans. Et que, sauf démission, mais je ne crois pas qu'il démissionne un jour, nous en aurons eu pour 10 ans. Je crois simplement qu'il y a un moment donné où, on le dit beaucoup, la Ve République et la possibilité d'une élection au suffrage universel direct, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Le peuple, il existe, on l'a quand même beaucoup méprisé. Quand on lui a demandé son avis sur Maastricht, on l'a mis à la poubelle, je le dis souvent. Donc, et puis à un moment donné où lui, il arrive au pouvoir, et on se dit, il est jeune, il est beau, il est intelligent, il n'a pas de casserole, c'est le Mozart de l'économie, il a un roman dans ses tiroirs, il a fait un travail de philosophie. D'ailleurs, Étienne Balibar, qui est censé être le directeur de ce mémoire, n'a jamais entendu parler d'un Emmanuel Macron, n'a jamais vu ce mémoire sur Machiavel. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est pas ça, que le personnage n'est pas exactement ça. Il est arrogant, il est suffisant, il est prétentieux, il agresse les gens, il leur dit... boulot, n'avez qu'à traverser la rue, vous allez en trouver, moi je vous en trouve. Et ça a marqué les Français. Mais c'est plutôt que c'est comme des gouttes d'eau qui tombent sur la pierre la plus dure. Il y a un moment donné, vous finissez par percer la pierre la plus dure. Et il y a un moment donné, les gens se disent, on ajoute. Il n'est pas sympathique, il n'est pas empathique, et il n'y a que des manifestations de ça. Il y a un moment donné où on pourrait dire, ah si, il y a quelque chose qui lui échappe, là il est plutôt gentil, il est plutôt proche des gens. Pas du tout, on sent bien qu'il y a de la communication derrière, il y a des photos, il y a des images, il y a quelqu'un qui fabrique l'image. Bon, c'est comme ça chez tout le monde, entendons-nous bien. Mais au bout du compte, et la télé fait ça très bien, elle dit tout de suite un certain nombre de choses qui ne passent pas par le rationnel. Un regard, une façon de parler, une façon d'être, une façon de parler aux gens, une façon de caresser les enfants. Et là, on se dit, ce type est faux, c'est un faussaire. Et donc, il y a effectivement une détestation du personnage qui est la pire des choses dans un pouvoir qui donne beaucoup d'importance au chef de l'État. On est donc face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On va écouter Emmanuel Macron. Il était dans cette itinérance mémoriale qui se poursuit dans le cadre des commémorations de la Libération. Il était sur l'île de Sein. Il a justifié la dissolution, Michel, en reprenant un terme très utilisé en politique. C'était la chienlit à l'Assemblée nationale. Du coup, la dissolution, c'était la solution. Voilà, on écoute Emmanuel Macron. Moi, j'ai plein de défauts. Il y a des choses que j'ai pas bien faites. Il y a des choses que j'ai réussi. Mais je pense que vous me connaissez une qualité. Quand j'ai dit des choses, je les ai faites. Et quand je les ai faites, c'est que je les avais dit avant. Bon. Les Français ne veulent pas la chienlit. Et les Français ne veulent pas la chienlit, moi non plus. Et au Parlement, ce qu'il y avait n'allait pas. Et ça aurait été la chienlit. Je vous le dis en mon âme et conscience, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà pour Emmanuel Macron. Cette expression de la chienlit, d'ailleurs, que lui dit ce Français qui l'interroge, évidemment, on pense tout de suite à De Gaulle. Bien sûr. Il y a des mots qui lui appartiennent désormais. Volapuc et quelques autres. On sait que le général de Gaulle les avait préemptés. Et on sait très bien que dans les éléments de langage, on lui dit tâche de placer ceci ou cela, puisque ça fait des punchlines. Donc, à un moment donné, vous parlez un quart d'heure, mais il faut trouver un mot, une phrase. C'est le mot, c'est la phrase, etc. Et il a aussi dit, je crois qu'il avait l'intention, il avait balancé une grenade dégoupillée. Dans les jambes, voilà. Vous vous rendez compte ? On ne sait pas de qui, des Français, des partis politiques. De tout. Oui. C'est-à-dire de tout le monde. C'est une phrase rapportée. Oui, enfin, rapportée par qui ? Pas des journalistes. Oui, c'est ça. Donc, non, mais d'abord, si la chose n'est pas dite, elle est probablement pensée. Parce qu'on voit bien cette espèce d'énervement personnel. Juste dans ce moment-là où il dit... mais moi, ça m'a blessé aussi. Je ne sais pas si c'est le mot blessé. Il dit, je l'ai pris pour moi. Le 9 juin, je l'ai pris pour moi. Mais à un moment donné, on lui dit, mais mon garçon, il faut être un peu plus solide que ça. Un chef de l'État n'a pas à prendre les choses pour lui. C'est les Français qui te parlent. D'ailleurs, je suis très étonné de voir que les gens aiment si peu la démocratie. Tous ces gens qui nous disent, si jamais Jordan Bardella, ceci, cela, mais si Jordan Bardella devait arriver, c'est que
c'est que des gens auraient voté pour lui. Ça veut dire qu'on ne reconnaît plus le suffrage universel, disons-le clairement. Si on nous dit vous allez voter pour Maastricht, ah vous êtes contre, finalement ça compte pour rien. Vous allez voter pour le Rassemblement national, vous êtes trompé, ça compte pour rien. Ça veut dire, et il faut le dire clairement, qu'on n'est plus démocrate, qu'on n'est plus républicain, qu'on estime qu'effectivement les élections ça ne sert plus à rien. Pour le coup, Emmanuel Macron pense la même chose. Si vraiment on pouvait avoir un gouvernement de techniciens qui fasse l'économie des peuples, ce serait formidable. Et on a, avec le fameux nouveau Front populaire, des gens qui nous disent mais la politique, elle ne se fait pas avec le peuple, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mais par nous. Une minorité qui, dans la rue, descendons en disant « nous allons créer la terreur ». Quand nous sommes dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, nous allons créer la terreur. Quand nous sommes dans la rue, nous allons créer la terreur. Vous avez vu comme les Black Blocs sont assez invisibles ces temps-ci ? C'est drôle, hein ? Pendant des années, les Black Blocs, on donne un coup de sifflet, ils y vont, on donne un coup de sifflet, ils repartent, disparaissent. On ne les voit pas, on en arrête 2, 3, il y en avait 500, nous dit-on. Et là, ils ne sont pas là, il n'y en a plus. Probablement parce qu'ils sont instrumentalisés par des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne les voit pas trop ces temps-ci. Donc juste regarder dans les émissions de télévision ou éventuellement dans le ton qu'a un personnage, s'il est un faussaire, ou si, effectivement, il n'y a pas des gens qui ont intérêt à fabriquer une espèce de chienlit, pour le coup, parce que la chienlit, c'est toujours bon pour quelqu'un qui a décidé de gouverner avec la peur. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Michel Onfray, juste pour recontextualiser ce mot de chienlit, le général de Gaulle l'a prononcé en 1968, au moment des événements. Et en fait, c'est Georges Pompidou qui l'a repris en sortant d'une réunion avec le général. On va écouter cette archive de 1968 avec Georges Pompidou. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation ? Je ne pense pas, n'est-ce pas ? Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Voilà Georges Pompidou dans cette archive de 1968. La chienlit, c'était vraiment autre chose. Là, c'était un pays bloqué, paralysé par les manifestations, Michel Onfray. C'est pas le cas aujourd'hui. Pas encore. Vous pensez que ça peut arriver ? Je pense, et la chose est clairement dite. Le nouveau Front populaire nous dit si on est élu, on va choisir notre Premier ministre. Ça va être drôle d'ailleurs de voir qui va se présenter. Parce qu'on aurait Hollande qui dit, vous savez, j'existe. Et puis après, on va faire quoi avec ces gens-là Hollande, Mélenchon, Roussel. Oui, pour cette partie-là. Ruffin. Ruffin, je suis disponible. Et puis après, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans la rue si c'est Jordan Bardella avec une majorité absolue ? Je pense qu'effectivement, il se passera des choses assez terribles. Et j'ai dit en 2019, donc j'ai la trace de ces choses-là, qu'il pouvait envisager l'article 16. Alors qu'est-ce que c'est l'article 16, Michel ? C'est un article qui constitutionnellement dit que quand il y a un moment insurrectionnel, vous pouvez disposer des pleins pouvoirs. Ça a été utilisé par le général de Gaulle, oui, en 61. Oui, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire que ça s'inspire de la dictature romaine. La dictature romaine, c'est pas du tout la dictature du XXe siècle et de quelques autres. La dictature, on vous donne le pouvoir pour faire quelque chose. Par exemple, bouter hors de Rome une horde qui vient de s'installer. Vous avez fait le boulot, vous rendez les pleins pouvoirs qu'on vous a donnés, vous ne les avez plus, vous faites comme Cincinnatus, vous repartez, vous allez chercher votre charrue. Donc c'est ce que dit d'ailleurs Machiavel. On se trompe beaucoup sur Machiavel, mais ce que dit Machiavel, c'est que quand on a un objectif, constituer un État comme l'Italie, qui n'existait pas à l'époque, il nous dit tous les moyens sont bons. La patience, la force, la ruse, vous pouvez être le lion pour la force, vous pouvez être le renard pour la ruse, etc. Mais tous les moyens sont bons pour parvenir à une fin. Là, c'est exactement la même chose. Si vous dites, mais moi j'ai besoin d'un désordre insurrectionnel pour pouvoir dire, mais vous avez vu, c'est déjà le bazar dans la rue, donc je laisse faire, éventuellement je fais faire. Si j'ai 2 ou 3 personnes qui sont capables de faire ces choses-là, et puis après vous dites, vous avez vu, ces gens-là mettent la France à feu et à sang. Eh bien moi je demande, alors pour le coup c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour l'heure, c'est dissous, donc je ne sais pas comment l'article 16 pourrait fonctionner, mais ce que j'ai dit à cette époque-là, je l'ai dit parce que j'avais lu, je ne sais plus où, probablement le Canard enchaîné, que Manuel Valls et François Hollande avaient envisagé l'élection de Marine Le Pen et avaient envisagé l'hypothèse de recourir au fameux article 16. Donc je me dis, ça a déjà été pensé, cette chose-là. Et bien, si ça a été pensé, ça peut encore servir. Je présume qu'il y a 2 ou 3 notes dans un carton et que ces notes-là lui ont été données en disant, si vous voulez, cher Emmanuel, et que ça se passe très mal, et que vous entretenez le fait que ça se passe très mal, vous aurez toujours, avec l'article 16, la possibilité de durer un peu, puisqu'on sait que son objectif n'est pas d'aimer la France et les Français, etc., mais de durer. Ça le lui permettrait, mais dans quel état serait la France pour le coup, les libertés fondamentales, l'état de droit, ce dont on parle absolument. Et tout le temps, la République, que serait la République ? Res publica, en latin, l'étymologie, c'est la chose publique, ça devient la chose d'une personne privée.
Et c'est le risque avec Emmanuel Macron depuis bien longtemps. Et si Jordan Bardella n'obtenait pas la majorité absolue, il l'a dit sur nos antennes, il n'irait pas à Matignon pour provoquer évidemment une crise politique. Oui. Et là, le chaos serait total. Non. Le pays serait ingouvernable. Non. Enfin, peut-être. Si. Il y a quelqu'un qui aussi est sorti du bois là récemment, qui s'appelle François Bayrou. Et qui a dit, mais moi je suis toujours là, je suis toujours là, patron du MoDem, et il a dit, mais s'il faut voter entre le Front National, entre le Rassemblement National et le Front Populaire, je voterai bien sûr Rassemblement Populaire, Front Populaire, on se perd. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il a déjà fait savoir qu'une union était possible avec la gauche, mais pas avec Jordan Bardella ou avec Marine Le Pen. Je crois qu'il a dit ni l'un ni l'autre. Alors peut-être... Selon ce que je sais. Eh ben, écoutez, moi j'ai vu que... Ne pas choisir, c'est choisir. C'est Raffarin qui a dit qu'il ne choisirait pas. Oui, Jean-Pierre Raffarin aussi. Chez vous. Mais c'est vrai, il l'a dit aussi. Bon, alors je me trompe peut-être sur cette idée, mais je crois qu'il y avait cette idée qu'il pouvait être un recours. Et puis il y a d'autres recours, rien n'interdit non plus à Emmanuel Macron de dire je nomme l'ancien Premier ministre socialiste qui est resté très en retrait et très opposé au nouveau Front Populaire, qui est, vous allez m'aider. Manuel Valls ? Non, l'ancien Bernard Cazeneuve, qui est là un peu en retrait. Je ne pense pas qu'il pourrait nommer quand même François Hollande. Ça m'étonnerait quand même. Enfin, je pense qu'il serait capable d'accepter. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une obligation enfin, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais de choisir forcément dans le parti qui aura gagné. Mais on peut aussi choisir en disant j'ai proposé, ils n'ont pas voulu. Conséquemment, parce que la plupart du temps, ils y vont tous quand on leur propose, conséquemment, j'ai choisi quelqu'un d'autre sur le principe d'une union nationale. Et là, on sort de son chapeau quelques-uns qui sont ceux dont je viens de parler. Une dernière question, Michel Onfray. Les Français sont un peu saisis par la peur en ce moment. Ils se disent, on leur fait peur, d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il y a une issue à cette crise politique que nous vivons ? Est-ce que ces élections législatives peuvent nous amener autre chose que le chaos ? C'est difficile parce que moi je pense qu'il nous faudrait quelqu'un qui bouleverse l'ordre des choses. Je ne pense pas que comme ça fonctionne actuellement, une cinquième République avec un quinquennat, ça ne peut plus durer comme ça. Cette espèce de jacobinisme, cette idée que Bruxelles ferait la loi à Paris et que Paris ferait la loi en province, ça ne peut plus marcher. Si on propose aux gens autre chose, un modèle girondin, un modèle de parlements régionaux, un modèle d'autogestion sur un certain nombre d'endroits, pas seulement dire aux régions, vous allez vous occuper des lycées, du remplissage des chemins, ou ce genre de choses, mais juste dire, retrouvons la possibilité de multiples contrats sociaux. Pas un gros contrat social du genre, vous avez voté pour moi une fois et dans 5 ans on en reparlera, mais juste dire en permanence, c'est-à-dire des référendums d'initiative locales, départementales, régionales, avec cette idée qu'on obéit à ces référendums, aux résultats des référendums. Quelqu'un qui dirait, peut-être le temps est-il venu d'une république girondine, avec la possibilité de rendre aux gens un pouvoir qui leur permettrait d'être à l'origine eux-mêmes de la gestion de la République, pourrait peut-être intéresser à nouveau les gens. Je crois que si on continue dans le jacobinisme, si on continue dans cette idée, même en plus de ça, dans la liaison que la France entretient avec l'Europe maastrichtienne, ça ne pourra pas marcher. Mais qui est capable aujourd'hui de dire je refonds la République, refonder pour le coup, et je vous propose un autre modèle qui vous redonnera du pouvoir, vous aurez la possibilité de décider, et d'une certaine manière, nous prendrons un certain type de distance à l'endroit de cette Europe. Bon, réponse dans la prochaine émission. Si vous voulez. C'est déjà passé, c'est passé trop vite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Michel Onfray pour cette émission passionnante sur CNews et sur Europe 1.